Déguisé en homme ordinaire, un milliardaire pénètre dans son empire sans être vu. Mais lorsqu'il découvre la fille de sa femme de ménage en train de pleurer, la vérité fait voler en éclats tout ce qu'il a construit. Il abaissa la visière de sa vieille casquette et entra dans le magasin qui portait le nom de sa famille. Personne ne lui prêta attention. Pour les autres, il n'était qu'un vieil homme, vêtu d'une veste élimée. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda poliment une caissière. Il esquissa un léger sourire. « Non, merci. Je regarde simplement. » Il n'était pas venu pour acheter. Il était venu pour écouter. Et ce qu'il entendit le glaça sur place. Un sanglot doux mais brisé résonnait derrière la porte d'un petit local d'entretien. Un pleur d'enfant, pas celui d'un genou écorché, mais celui d'une âme qui a appris à se cacher. À cet instant, tout ce qu'il croyait savoir sur son empire commença à se fissurer. Ce qui devait être une visite tranquille dans son propre magasin devint le début de l'effondrement de ses illusions. C'est l'histoire d'un milliardaire qui disparut pour redécouvrir ce que signifie être humain. Et avant que j'oublie, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous adorons voir jusqu'où voyagent nos histoires. Bonne écoute. Henri Gabel était un homme qui faisait confiance aux chiffres, et les chiffres disaient que son entreprise était parfaite. Mais un simple son, celui d'une petite fille, pleurant dans un coin oublié de son magasin, allait lui révéler la vérité. Une vérité capable de mettre à nu un mensonge patiemment construit et d'ébranler les fondations mêmes de son œuvre. Henri ajusta le bord de sa casquette en tweed usé, la tirant bas sur ses yeux. Le couvre-chef lui paraissait étranger depuis 30 ans. La seule chose qu'il portait sur la tête, c'était le poids invisible d'un empire commercial. Les magasins Gabel géants du commerce français représentaient à la fois la vision de son grand-père et sa propre ambition inflexible. Son visage d'ordinaire en couverture des revues économiques était désormais soigneusement dissimulé. Son costume sur mesure avait cédé la place à une veste simple un peu râpée et à un pantalon de toile délavée. Il ressemblait à n'importe quel homme d'une 60aine d'années, un retraité tuant le temps, ou un grand-père attendant sa famille. Nul n'aurait deviné qu'il était le propriétaire du sol même qu'il foulait. Il poussa la lourde porte vitrée du magasin phare du boulevard Haussmann à Paris. La clochette au-dessus tinta un accueil métallique et joyeux qui lui sembla étrangement déplacé. Ce magasin joyau de ses opérations devait être une machine parfaitement huilée de satisfaction client et de bien-être salarié. Les rapports qui atterrissaient sur son bureau de chaîne à la Défense dressaient un tableau idyllique. Ventre-corps, faible rotation du personnel client ravi. Sur le papier, cet endroit était une forteresse de rentabilité et de succès. Mais Henri n'était pas venu lire un autre rapport flatteur. Il était venu à cause d'un pressentiment, une inquiétude froide et tenace qui lui nouait l'estomac depuis des semaines. Tout avait commencé par un détail, une lettre anonyme, manuscrite ayant contourné le service du courrier du siège pour atterrir directement sur son bureau. Écrite sur une feuille de cahier bon marché, d'une écriture tremblante et désespérée, elle ne contenait que 7 mots. « Regardez ce qui se passe ici, s'il vous plaît. » Aucun nom, aucune adresse, seulement la mention « Magasin numéro 100 ». Ses directeurs avaient balayé cela d'un geste. Certainement un ancien employé rancunier, M. Gabel. Nous recevons ce genre de plainte de temps en temps, ça ne veut rien dire. Mais Henri n'avait pas pu s'en défaire. Il avait bâti son empire sur le principe que lui avait enseigné son grand-père. Une entreprise, c'est une famille, et on prend soin de sa famille. Il avait toujours cru que les sols luisants et les rayons étincelants de ses magasins reflétèrent la joie et la fidélité de ceux qui y travaillaient. Cette lettre suggérait une fissure dans cette fondation, une ombre qu'il ne pouvait voir depuis son bureau au sommet d'une tour.
Il était donc venu, sans prévenir déguisé, en un homme devenu invisible aux yeux du monde. Il voulait voir son magasin, non pas en PDG, mais en simple client, en sentir le pouls, écouter son battement de cœur. Il passa devant les comptoirs de cosmétiques étincelants, les rayons d'habillement masculin impeccablement rangés et le bavardage joyeux des acheteurs. En surface, tout semblait parfait, exactement comme les rapports le décrivaient. Les caissières souriaient, les sols brillaient, et l'agent de sécurité, à l'entrée, saluait poliment les passants. Un instant, il sentit un soulagement l'envahir. Peut-être que son directeur régional avait raison. Peut-être n'était-ce rien. Il s'apprêtait à faire demi-tour, prêt à reléguer son pressentiment au rang des paranoïas inutiles lorsqu'il l'entendit. Un son si faible qu'il se perdait presque dans le bruit ambiant. La musique douce, diffusée par les haut-parleurs. Le roulement des chariots, le murmure des conversations. Mais les oreilles d'Henri, formées par une vie à écouter ce que les autres ne disaient, pas le captèrent. C'était le son de pleurs, les pleurs d'un enfant. Ce n'était pas le cri fort et exigeant d'un tout petit à qui l'on a refusé un jouet. Non, c'était autre chose. C'était un sanglot étouffé, désespéré, le genre de pleurs qui vient d'une douleur profonde. Henri suivit le son cœur battant un peu plus vite. Il l'éloigna des vastes espaces lumineux du rez-de-chaussée pour le conduire vers un couloir étroit et oublié dissimulé derrière le rayon maison et art de vivre. Sur le mur, une pancarte indiquait « Réservé au personnel ». Mais la porte d'un petit local d'entretien était entr'ouverte. Les sanglots venaient de là. Henri hésita à peine une seconde avant de pousser doucement la porte. Le local était sombre et empestait l'eau de javel et la cire pour sols. Dans la faible lumière filtrant du couloir, il aperçut une petite silhouette recroquevillée dans un coin. C'était une fillette d'à peine 9 ans, aux longs cheveux blonds tombant sur son visage trempé de larmes. Elle était assise sur un seau renversé, les épaules secouées par les sanglots. Ses genoux repliés contre sa poitrine, elle enfouissait son visage dans ses bras. À côté d'elle, sur le sol de béton poussiéreux, gisait une pomme à moitié mangée et un cahier de coloriage usé jusqu'à la corde. Le sang d'Henri se glaça. La vue de cet enfant caché et pleurant dans un placard à balai représentait une violation profonde de tout ce que ces magasins étaient censés incarner. Il sentit monter en lui quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis des années, une colère protectrice viscérale. Ce n'était pas seulement une faute de gestion, c'était une faillite morale. Il s'agenouilla lentement, veillant à ne pas l'effrayer. Ses articulations protestèrent rappel cruel de son âge, qu'il ignorait d'ordinaire. « Excuse-moi, petite, » dit-il d'une voix plus douce qu'il ne l'avait voulu. « Est-ce que tout va bien? » La tête de la fillette se redressa d'un coup. Ses yeux bleus cernés de rouge brillaient d'un mélange saisissant de peur et de tristesse. Elle essuya vivement ses joues du revers de la main, essayant de se reprendre avec une maturité qui brisa le cœur d'Henri. « Je suis désolée, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai pas le droit d'être ici. Je dois rester tranquille. »« Ce n'est pas grave, » répondit doucement Henri. « Tu n'as pas besoin de te taire avec moi. Je m'appelle Henri, et toi ?» Elle hésita, scrutant ce vieil homme au visage bienveillant. « Chloé, finit-elle par dire. « C'est un très joli prénom, Chloé, » dit Henri avec un petit sourire rassurant. « Tu veux bien me dire pourquoi tu pleures? Tu t'es perdue. » Chloé secoua la tête. Elle jeta un regard inquiet vers la porte close, comme si elle craignait d'être entendue. « Maman travaille, » chuchota-t-elle. « Elle m'a dit d'attendre ici et d'être sage. Elle a dit que si Monsieur Doyen me trouve, elle aura de gros ennuis. » Ce nom heurta Henri comme un coup de poing. François Doyen, le directeur du magasin, l'homme dont la signature figurait au bas de tous ses rapports mensuels parfaits.
Ta maman travaille ici, demanda-t-il, en gardant sa voix calme. Chloé hocha la tête. Elle nettoie les sols. C'est une agente d'entretien. Elle travaille très très dur, mais elle a dû venir pour un service de nuit en plus. Madame Perrin, notre babysitter, est malade et on n'a pas d'argent pour en payer une autre. Alors, maman m'a dit de me cacher ici. Elle a dit que ce serait juste pour un petit moment. L'esprit d'Henri s'emballa. Une employée si désespérée qu'elle devait cacher sa fille de 9 ans dans un local d'entretien pour pouvoir travailler, c'était impensable. Cela contredisait toutes les politiques sociales qu'il avait lui-même validées, aide à la garde d'enfants, congé exceptionnel, dispositif de la CAF. Pourquoi cette femme n'y avait-elle pas accès? Mais pourquoi pleurais-tu, Chloé? Demanda-t-il doucement. Il s'est passé quelque chose. La lèvre de la fillette se mit à trembler de nouveau. Une nouvelle vague de larmes monta dans ses yeux. J'ai entendu Monsieur Doyen crier après maman, dit-elle d'une voix brisée. Il disait des choses méchantes. Il disait qu'elle était trop lente, qu'elle avait de la chance d'avoir encore un emploi. Il a dit que des gens comme nous ne méritaient pas de seconde chance. Henri sentit ses poings se serrer à ses côtés. Il dut se forcer à rester calme, à conserver le masque du grand-père bienveillant pour ne pas l'effrayer. « Des gens comme nous », répéta-t-il. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Chloé baissa les yeux vers ses baskets usées. « Je ne sais pas. Maman dit qu'il faut juste être forte. Elle dit que c'est ce que papy aurait voulu. » Elle fouilla dans le petit sac à dos posé à côté d'elle et en sortit une photo cornée. On y voyait un homme en uniforme militaire impeccable, la poitrine couverte de décorations, le regard ferme et bienveillant. « C'est mon grand-père », dit-elle avec une lueur de fierté. « Le général Robert Vasseur. Maman dit qu'il était un héros. Elle dit qu'il s'est toujours battu pour ceux qui ne pouvaient se défendre eux-mêmes. » Henri fixa la photographie. L'air quitta ses poumons. Le général Robert Vasseur. Ce nom résonna dans les couloirs de sa mémoire. Il n'était pas seulement un héros, il était le héros, une figure légendaire de l'opération Daguet célèbre, pour son courage, son intégrité et son dévouement indéfectible envers ses soldats. Henri l'avait rencontré des années plus tôt, lors d'une réception à l'Élysée. Il se souvenait d'un homme à la volonté de faire, et au sens aigu de l'honneur, un homme qui incarnait le meilleur de la France. Et maintenant, sa fille, son enfant, travaillait comme agente d'entretien dans l'un de ses magasins, se faisant humilier par un petit tyran de directeur pendant que sa propre fille se cachait dans un placard pour pleurer. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter, dessinant une image bien plus laide qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. La lettre anonyme, les rapports impeccables du directeur. Une employée trop effrayée pour réclamer les droits auxquels elle avait droit. La fille d'un héros de guerre à qui l'on disait qu'elle ne méritait pas de seconde chance. Ce n'était pas une simple fissure dans les fondations de son entreprise. C'était une pourriture, une maladie qui s'était installée juste sous son nez. Il regarda Chloé, son visage encore mouillé de larmes, et la fierté farouche qu'elle portait pour son grand-père. Dans ses yeux, Henri vit le reflet de son propre échec. Il avait bâti un royaume de verre et d'acier, mais il avait laissé les êtres qui y vivaient devenir invisibles. Il avait créé des politiques censées les protéger, tout en favorisant une culture où ils avaient peur de s'en servir. Lorsqu'il se releva, ses genoux craquèrent douloureusement. Et une question brûlante traversa son esprit. Si cela arrivait à la fille d'un héros national, que se passait-il pour les autres? Ce qui avait commencé comme une simple mission d'observation devenait l'enquête la plus importante de sa vie. La vérité qu'il allait découvrir serait pire que tout ce qu'il avait imaginé. Elle l'obligerait à démolir les systèmes qu'il avait construits et à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur le leadership, l'honneur et le véritable coût de l'indifférence.
Il regarda la petite fille qui rangeait soigneusement la photo de son grand-père dans son sac. « Chloé, » dit-il la voix soudain ferme d'une résolution nouvelle. « Je crois que ta maman est la vraie héroïne et je te promets que les choses vont changer. » Il devait s'approcher, voir de ses propres yeux. Il ne pouvait pas réparer cela depuis son bureau. Il devait vivre ce qu'il vivait. La décision était prise. Henri Gabel, le PDG milliardaire, allait disparaître. À sa place, naîtrait un homme nommé Henri Giraud, un vieil ouvrier prêt à demander un poste d'agent d'entretien. Il quitta le local et revint sous les lumières éclatantes du magasin, mais il ne voyait plus les sols impeccables ni les vitrines parfaites. Il voyait les ombres dans les recoins, les espaces entre les rayons où la détresse pouvait se cacher. Et il savait d'une certitude qui lui glaçait le sang qu'il allait trouver bien plus qu'une seule enfant en pleurs. Il allait découvrir tout un monde de salariés souffrant en silence. Les 24 heures suivantes furent un tourbillon de transformations calculées. Henri prit son jet d'affaires non pas pour rentrer dans le confort de son appartement de Neuilly, mais vers un petit bureau discret qu'il conservait pour les opérations sensibles. Là, avec l'aide de son chef de la sécurité, un ancien agent du service de la protection, nommé David Mercier, il commença à construire sa nouvelle identité. Henri Giraud prit vie. Son histoire était simple, crédible, faite pour inspirer la pitié condescendante d'un homme comme François Doyen, un veuf retraité venu d'une petite ville de province dont la pension modeste avait été engloutie par un mauvais placement récemment installé à Paris pour se rapprocher d'un neveu fictif. Il cherchait un emploi simple et honnête pour occuper ses journées et arrondir les fins de mois. Calme, sans prétention, presque effacé, la victime parfaite. David fit des merveilles. Il créa une trace numérique complète pour ce faux profil, un compte sur les réseaux sociaux avec quelques photos d'un chien quelconque. Un numéro de sécurité sociale, valide, marqué comme « travail temporaire » et un permis de conduire, où la photo d'Henri avait été vieillie par un graphiste talentueux. Ils achetèrent des vêtements d'occasion, pantalons de travail usés, chemises en flanelle décolorée, bottes solides mais éraflées. Chaque détail devait crier « malchance », un homme sans appui, sans relation, que personne ne regarderait deux fois. Le plus difficile pour Henri fut le changement intérieur. Il devait se dépouiller de la peau du commandement qu'il portait depuis 40 ans. Il s'exerça devant un miroir, les épaules rentrées, le regard fuyant, la voix plus douce, plus hésitante. Il devait désapprendre à entrer dans une pièce en y imposant sa présence. Désormais, il devait apprendre à disparaître. Il devait devenir le genre d'homme que ses propres directeurs ignoreraient, mépriseraient et se sentiraient libres d'exploiter. C'était une pilule amère à avaler, mais Henri savait que c'était la seule façon d'atteindre la vérité. 2 jours plus tard, il revint au magasin numéro 101, désormais totalement métamorphosé en Henri Giraud. Cette fois, il n'entra pas comme client. Il contourna le bâtiment jusqu'à l'entrée du personnel, une porte métallique lugubre à côté d'une rangée de bennes à ordures débordantes. L'air y sentait les déchets rassis et le désespoir. Il prit une profonde inspiration et pénétra dans le monde que ses employés fréquentaient chaque jour. Il croisa un jeune manutentionnaire poussant un chariot. « Excusez-moi, je cherche le bureau du directeur » demanda-t-il. Le garçon haussa les épaules, sans même lever les yeux, et indiqua du menton un long couloir faiblement éclairé. Le contraste entre les vastes espaces lumineux et accueillants de la surface de vente et ce couloir sombre et oublié était saisissant. C'était le ventre du magasin, celui que les clients ne voyaient jamais. Le bureau de François Doyen se trouvait tout au bout. La porte était fermée, mais une petite vitre ternie laissait entrevoir l'intérieur. Henri distingua un homme d'une 40aine d'années au front, dégarni, les cheveux plaqués au gel, le ventre tendant contre les boutons d'une chemise bon marché.
Il était affalé sur sa chaise, les pieds sur le bureau, hurlant dans le combiné. Même de loin, son attitude exsudait cette arrogance vulgaire, propre à ceux qui se croient rois d'un petit royaume. Henri frappa doucement. Pas de réponse. Il frappa une seconde fois un peu plus fort. Quoi rugit la voix à travers la porte. « Vous ne voyez pas que je suis occupé. » Henri entr'ouvrit prudemment. « Excusez-moi, monsieur, on m'a dit que vous recrutiez. Je peux repasser si ce n'est pas le moment. » Doyen le détailla de haut en bas, le regard chargé de mépris devant ses vêtements usés et son visage marqué. Il leva un doigt pour lui ordonner d'attendre, acheva sa conversation par un rire forcé, puis raccrocha sèchement. Il désigna la chaise inconfortable en face de lui. « Qu'est-ce que vous voulez » lança-t-il. Non pas en question, mais en ordre. « Je cherche du travail, monsieur Doyen », répondit Henri d'une voix soumise, serrant entre ses mains un CV fictif soigneusement plié. « Peu importe le poste. Je suis travailleur, je n'ai pas peur de me salir les mains. » Doyen prit la feuille sans la lire et la posa sur un coin de son bureau encombré. Expérience. 20 ans dans un entrepôt en province, dit Henri, en récitant l'histoire inventée par David Mercier. L'entreprise a fermé, je cherche quelque chose de stable. Le directeur se renversa dans son siège, croisant les doigts sur son ventre, savourant le silence, comme un moyen d'intimidation. On n'a pas grand-chose, finit-il par dire. Peut-être quelques heures avec l'équipe de nuit d'entretien. C'est dur. Long. Pas pour tout le monde. Il avait dit cela comme un défi, attendant que le vieil homme recule. « Ça me va très bien, monsieur », répondit Henri en gardant les yeux baissés. « Je n'ai pas peur du travail. » Doyen esquissa un rictus froid presque carnassier. « Le salaire, c'est le SMIC horaire. Pas d'avantage avant 3 mois à temps plein, et encore rien n'était garanti. Tu es payé à l'heure point. Tu es en retard, je te retire du temps. Tu es lent, je te retire du temps. Tu te plains, je te remplace. » Compris. Chaque mot était une violation flagrante du Code du travail. La durée du travail devait être calculée en moyenne hebdomadaire. Les avantages sociaux versés dès l'embauche et toute sanction pécuniaire étaient illégales. Henri sentit une colère glacée monter en lui, mais il la refoula et hocha docilement la tête. « Oui, monsieur, parfaitement. Je veux juste une chance de faire mes preuves. » Bien dit Doyen, avec un éclat de satisfaction dans les yeux. « Tu commences ce soir. 22h à 6h. Tu travailleras avec Éléonore. Elle t'expliquera. Maintenant, dehors, j'ai du travail. » Henri ressortit dans le couloir lugubre partagé entre dégoût et triomphe. Il avait réussi à s'infiltrer, mais la facilité avec laquelle cela s'était produit le terrifiait. Doyen n'avait pas demandé de référence, n'avait pas mené d'entretien réel. Il avait simplement vu un vieil homme désespéré et s'était aussitôt demandé comment l'exploiter. Il passa le reste de la journée dans une petite chambre d'hôtel bon marché qu'il avait louée près du magasin. L'anonymat du lieu convenait parfaitement à son nouveau rôle. Il pensa à Éléonore Vasseur, la fille du général. Il pensa à Chloé cachée dans ce placard sombre. Il comprenait maintenant pourquoi elle craignait tant d'utiliser les dispositifs d'aide de l'entreprise. Un homme comme François Doyen ne se contenterait pas de refuser un congé d'urgence, il en ferait une punition. Il verrait cela comme une faiblesse à punir. Il avait instauré une culture de peur si totale que ses employés préféraient souffrir en silence plutôt que de risquer de parler. Ce soir-là, à 21h45, Henri revint au magasin Gabelle. Les derniers clients s'éloignaient, leurs visages souriants et insouciants, appartenant à un autre monde, un monde bien loin de la réalité dans laquelle il s'apprêtait à plonger. Il entra par l'entrée du personnel, puis gagna une petite salle de pause, morne et défraîchie. Quelques agents de nuit étaient déjà là, assis en silence, le visage marqué par une fatigue si profonde qu'elle semblait gravée dans leurs os. Personne ne parlait.
Certains fixaient le mur d'un regard vide, d'autres faisaient défiler distraitement l'écran de leur téléphone, économisant leur énergie pour la longue nuit à venir. À 22 heures précises, une femme entra. Elle était mince, avec la même dignité tranquille qu'Henri avait remarqué chez sa fille. Ses cheveux tirés en queue de cheval encadraient un visage calme, mais fatigué. Sa tenue d'agente d'entretien, propre mais usée aux coutures, parlait d'années de travail acharné. Ses yeux d'un bleu perçant, semblables à ceux de Chloé, portaient une tristesse profonde, mais aussi une force indestructible. C'était Éléonore Vasseur. Elle parcourut la pièce du regard, puis ses yeux se posèrent sur lui. « Vous devez être le nouveau, dit-elle d'une voix douce, mais claire. Henri, c'est bien ça. »« Oui, répondit-il en hochant la tête. C'est moi. Enchanté. »« Moi, c'est Éléonore, dit-elle en esquissant un sourire sincère, bien que lasse. Bienvenue dans l'équipe de nuit. Ce n'est pas très glamour, mais c'est un travail. Elle le dévisagea un instant, légèrement inquiète. Vous êtes sûr que ça ira? Il faut marcher soulevé, rester debout toute la nuit. Je tiendrai, répondit-il. Montrez-moi le chemin. Lorsqu'ils sortirent sur la surface de vente, désormais vide, le magasin semblait méconnaissable. L'espace lumineux et accueillant du jour s'était transformé en un vaste monde d'ombres et d'échos. Seules les lampes fluorescentes, au bourdonnement aigu, projetaient une lumière crue sur les rayons. Le silence était immense, rompu seulement par le couinement de leurs semelles sur le sol brillant. C'était un autre univers secret, qui n'existait qu'une fois les clients rentrés chez eux. Éléonore le conduisit jusqu'au local d'entretien, le même où Henri avait trouvé Chloé quelques jours plus tôt. L'endroit lui sembla encore plus exigu et en désordre qu'il ne s'en souvenait. Elle lui tendit une serpillière et un seau. « On commence par les grands couloirs, » expliqua-t-elle. « Il faut qu'ils soient faits avant le passage de la machine à cire vers 2 heures du matin. » Pendant les 2 heures suivantes, Henri travailla. Il passa la serpillière, frotta astica suivant les gestes précis et efficaces d'Éléonore. C'était un homme qui n'avait pas fait un jour de travail manuel depuis 40 ans, et son corps protesta immédiatement. Son dos se mit à le lancer, ses mains devinrent douloureuses, et la sueur perla sur son front. Mais il tint bon déterminé à aller jusqu'au bout. En travaillant, il l'observait. Elle se déplaçait avec une concentration absolue, sans un mot de trop chaque mouvement mesuré. Parfois, elle brisait le silence pour lui souffler un conseil, une manière plus simple d'essuyer ou de soulever un chariot. Henri remarqua la légère boiterie de sa jambe gauche, une douleur chronique qu'elle dissimulait mal. Il vit aussi la peau de ses mains rouges et irritées, crevassées par les produits chimiques. Vers minuit, il découvrit le premier signe tangible de la cruauté systématique de Doyen. « Éléonore, murmura-t-il, la voix résonnant légèrement dans l'immense salle vide. Ce détergent me semble faible. On a passé 2 fois ici, et les traces restent. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, s'assurant qu'ils étaient seuls, avant de répondre à voix basse. « Il a réduit le budget des fournitures le mois dernier. On doit économiser. On nous dit de diluer un volume de produit pour 10 volumes d'eau. Sur la bouteille, c'est écrit 1 pour 3. Henri regarda le grand bidon de détergent industriel. L'instruction était bien claire sur l'étiquette. Doyen ne faisait pas qu'économiser, il obligeait ses employés à travailler 3 fois plus pour obtenir le même résultat, simplement pour gonfler ses indicateurs budgétaires. Une cruauté mesquine mais délibérée. 1 heure plus tard, vers 1h15, François Doyen fit sa première apparition de la nuit. Il ne marchait pas, il rôdait. Il se déplaçait entre les allées obscures, tel un prédateur inspectant son territoire, les mains dans les poches, un rictus suffisant au visage. Il les trouva dans l'espace restauration, en train d'essuyer les tables. Il ne leur adressa pas la parole d'abord.
Il passa un doigt sur une table qu'Éléonore venait tout juste de nettoyer, cherchant la poussière. Il n'en trouva pas, mais cela n'avait aucune importance. Vasseur lança-t-il d'une voix sèche. « Vous êtes en retard. Vous auriez dû finir l'espace restauration il y a 20 minutes. » Le dos d'Éléonore se raidit. « On fait de notre mieux, monsieur doyen, » répondit-elle calmement. Le nouveau apprend encore la routine. Des excuses, ricana-t-il. Je vous paye pour travailler, pas pour former, et encore moins pour lambiner. Il sortit un petit carnet de sa poche et y fit une marque. 15 minutes de salaire en moins, ça vous motivera peut-être à accélérer. Puis il tourna les talons sans un mot de plus. Henri le suivit du regard, la rage lui battant dans les tempes au point de brouiller sa vision. 15 minutes de salaire volé pour une raison inventée. À peine quelques euros, mais ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était le pouvoir. C'était le rappel brutal qu'ils détenaient sur eux, leur temps, leur travail, leur survie. Henri se tourna vers Éléonore. Son visage était pâle, son expression celle d'une résignation usée. Ce n'était pas nouveau pour elle, c'était la norme. « Il fait ça souvent », demanda-t-il à voix basse. Éléonore hocha la tête sans le regarder. Elle reprit simplement son chiffon et se dirigea vers la table suivante. « On apprend à vivre, avec, dit-elle d'une voix creuse. On doit le faire quand on a une petite fille à la maison qui compte sur vous. On apprend à vivre avec beaucoup de choses. » Henri serra le manche de sa serpillière si fort que le bois gémit sous la pression. Il était venu ici pour régler un problème dans son entreprise. Mais tandis qu'il se tenait là dans le silence immense de son propre magasin, observant la fille d'un héros supporter cette humiliation silencieuse et dévastatrice, il comprit qu'il s'était trompé. Ce n'était pas un problème, c'était une guerre. Et il venait tout juste de s'engager sur la ligne de front. La première pause arriva à 2h30. Éléonore guida Henri vers la même salle de pause sombre et sans âme qu'il avait vue plus tôt. 2 autres agents de nuit s'y trouvaient déjà, un jeune homme maigre à peine sorti de l'adolescence et un vieil homme voûté, dont les yeux fatigués trahissaient des années de nuit blanche. Le jeune fixait l'écran de son téléphone, son visage baigné de la lumière bleutée, tandis que l'autre Georges, d'après son badge, contemplait longuement le fond de son thermos, comme s'il y cherchait un secret de l'univers. Le silence qui régnait était lourd oppressant, pas celui d'une camaraderie tranquille, mais celui de prisonniers partageant un même sort. Henri s'assit à la petite table, ses muscles protestant à chaque mouvement. Il sortit un sandwich enveloppé dans un sachet en papier brun. Un détail soigneusement pensé pour son rôle, et pourtant étrangement artificiel dans ce décor. « Alors » demanda-t-il, en essayant d'injecter un peu de chaleur dans l'atmosphère glaciale, « depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Le jeune homme ne leva même pas les yeux. Georges but une gorgée lente, ses mains tremblant légèrement. Il regarda Henri, avec un regard qui semblait avoir traversé trop de longues nuits. « Assez longtemps », répondit-il d'une voix rauque. « Le meilleur conseil que je puisse te donner, Harry, c'est de garder la tête baissée. Fais ton boulot. Pose pas de questions. Ne fais pas de vagues. Sois invisible. » « Bon conseil », ajouta Éléonore sans lever les yeux, grignotant une barre énergétique avec la précision mécanique d'une machine qu'on ravitaille. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement. François Doyen apparut dans l'embrasure, un sourire gras plaqué sur le visage, sans la moindre chaleur dans les yeux. Son regard balaya la pièce, comptant silencieusement ses sujets. « Eh bien, mes petites chouettes de nuit », lança-t-il d'un ton dégoulinant de fausse bonhomie. « Vous profitez de votre petite pause? N'en abusez pas, » il pointa du doigt l'horloge murale. 15 minutes, c'est ce que l'entreprise vous accorde. Je chronomètre. À la seconde près. Il resta planté là, les bras croisés, observant. L'air devint encore plus lourd.
Le jeune rangea son téléphone. Georges se tassa sur lui-même, rentrant les épaules comme pour éviter un coup. Henri sentit une envie primitive, monter en lui celle de se lever, d'avancer vers Doyen et d'effacer ce sourire suffisant d'un revers. Il imagina le moment où il révélerait qui il était vraiment, le visage du directeur, se vidant de toute couleur. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Se dévoiler maintenant n'apporterait qu'une satisfaction éphémère. Oui, Doyen serait licencié, mais la culture qu'il avait instaurée, elle survivrait. La peur qu'il avait semée ne disparaîtrait pas avec lui. S'il voulait réellement guérir cet endroit, Henri devait comprendre toute l'étendue du mal. Il avait besoin de preuves. Il avait besoin de la confiance de ses gens brisés. Il se força à croquer dans son sandwich, le pain lui semblant aussi sec que de la sueur. Après ce qui lui parut une éternité, Doyen grogna. « C'est fini. Retournez bosser. Ces sols ne vont pas se nettoyer tout seuls. » Lorsqu'ils sortirent de la pièce, Henri vit Éléonore trébucher légèrement. Elle se rattrapa à l'encadrement de la porte, un souffle de douleur lui échappant. Sa boiterie discrète auparavant était désormais évidente. Les longues heures sur le béton l'épuisaient. Leur nouvelle tâche, nettoyer les sanitaires du personnel. Henri comprit vite que c'était la punition réservée aux employés que Doyen n'aimait pas. L'endroit était dans un état déplorable, bien pire que les toilettes publiques, une autre forme d'humiliation dissimulée. Un message silencieux, leur confort n'avait aucune importance. Ils travaillaient en silence. Henri observait les gestes d'Éléonore devenir plus lents, plus lourds. Elle s'appuyait sur sa serpillière comme sur une canne, le visage pâle, couvert de sueur. Il la vit vaciller en se penchant pour récurer une tache récalcitrante au pied d'un lavabo. « Ça va ?» demanda-t-il à voix basse. « Ça va ?» répondit-elle entre ses dents serrées. « Juste une longue nuit. » Henri prit une décision. Il jeta un coup d'œil dans le couloir vide. Doyen n'était nulle part en vue. « Éléonore, dit-il d'un ton à la fois doux et ferme. Allez vous asseoir dans la salle de pause 10 minutes. Je termine ici. » Elle le regarda les yeux grands ouverts, partagés entre la méfiance et l'épuisement. « Je ne peux pas. S'il l'apprend, il ne l'apprendra pas, insista Henri. Je travaille vite. Je m'en charge. Allez-y. Ce n'est pas une proposition. » Elle hésita, un combat se jouant sur son visage, marqué par la fatigue. C'était la lutte entre la peur enracinée de Doyen et le besoin écrasant de laisser son corps brisé se reposer. Finalement, la lassitude gagna. Elle hocha la tête, un léger signe de gratitude que sa fierté l'empêcha d'exprimer à voix haute. Elle quitta la salle de bain en boitant, laissant Henri seul avec les seaux et l'odeur âcre d'eau de javel. Il se mit au travail avec une rapidité et une énergie qu'il ne se connaissait pas. Ce n'était plus du nettoyage. C'était un acte de rébellion. Chaque carreau frotté devenait un coup porté contre la petite tyrannie de Doyen. Chaque surface polie était un geste de respect envers la femme à qui revenait cette tâche. Il termina les 2 sanitaires en moins de 20 minutes, un travail qui aurait dû leur en prendre 40. Quand il retrouva Éléonore dans la salle de pause, elle était assise les yeux clos, la jambe gauche allongée sur une chaise. Elle avait retiré sa chaussure. Sa cheville était enflée. Lorsqu'elle le vit entrer, un éclat de reconnaissance traversa enfin son visage habituellement si fermé. « Merci, Harry », murmura-t-elle d'une voix presque éteinte. « Tu n'étais pas obligé. On fait équipe », non, répondit Henri en s'asseyant en face d'elle. « C'est censé fonctionner comme ça. » Elle laissa échapper un petit rire amer. « Il n'y a pas d'équipe ici. Il n'y a que la survie. » Puis pour la première fois, elle le regarda vraiment. Elle vit la sincère bienveillance dans ses yeux, la bonté tranquille de ce visage usé. Il n'était pas comme les autres.
Il n'avait pas le regard éteint de George, ni l'indifférence du jeune homme. Il portait en lui une force silencieuse, une dignité qui lui rappela quelqu'un qu'elle avait perdu depuis longtemps. « Pourquoi êtes-vous là, Harry ?» demanda-t-elle doucement. « À votre âge, vous devriez être à la retraite. Profitez de vos petits-enfants. » Henry resta fidèle à son histoire. « J'ai perdu ma pension. Un homme doit bien travailler comme tout le monde. » Il marqua une pause, puis tenta une ouverture. « Et vous? J'ai l'impression que vous ne faisiez pas ce genre de travail avant. » Le regard d'Éléonore glissa vers le sol. Le mur qu'elle avait construit autour d'elle commença à se fissurer. Ce simple acte de gentillesse venait d'accomplir ce qu'aucune pression n'aurait pu, il la fit se sentir en sécurité. « Non, répondit-elle enfin à voix basse. Avant, j'étais autre chose. » Les mots sortirent d'elle, comme un barrage qui cède. Elle lui parla de sa vie d'avant. Elle avait été assistante juridique dans un petit cabinet d'avocats à Paris. Ce n'était pas un poste prestigieux, mais elle y excellait. Elle avait des avantages, des horaires réguliers et un salaire suffisant pour offrir une vie stable à sa fille Chloé. Son mari, le père de Chloé, était pompier de Paris, un homme bon mort dans un tragique accident d'entraînement 3 ans plus tôt. « Quand il est mort, dit-elle d'une voix tremblante, tout s'est effondré. Le chagrin, c'était comme un poids physique. Je n'arrivais plus à me concentrer. J'ai commencé à faire des erreurs. De petites choses, mais elles s'accumulaient. Et puis Chloé est tombée malade. Une mauvaise pneumonie. Elle est restée hospitalisée presque 2 semaines. Elle reprit son souffle difficilement. J'ai épuisé mes congés, mes jours maladie. Mon patron était compréhensif au début, puis il a commencé à perdre patience. J'ai dû prendre un congé sans solde pour rester avec elle. Quand je suis revenu, ils m'ont annoncé qu'ils avaient restructuré. Mon poste n'existait plus. » Henry sentit une colère froide lui nouer la poitrine. C'était une histoire qu'il avait entendue sous 1000 formes, un employé loyal, frappé par la tragédie, jeté de côté par une entreprise qui ne voyait plus qu'une ligne de coût. « J'ai été sans emploi pendant 6 mois, continua Éléonore. Les économies ont fondu. Les dettes se sont accumulées. J'étais désespéré. J'ai tout essayé. Personne ne voulait m'embaucher. Ils voyaient le trou dans mon CV et imaginèrent le pire. Et puis, j'ai vu une annonce pour ce poste. Travail de nuit. Ce n'était pas idéal, mais c'était un salaire. Un toit pour Chloé et moi. » Elle leva enfin les yeux vers lui. Ses iris bleus brillaient d'une douleur qui le transperça. « Quand M. Doyen m'a embauché, il m'a bien fait comprendre qu'il me rendait service. Il connaissait ma situation, dit-elle d'une voix basse et tremblante. Il m'a dit qu'il me donnait une seconde chance que personne d'autre ne me l'aurait donnée. Et depuis ce jour-là, pas une seule fois, il ne m'a laissé l'oublier. » Tout prit soudain sens. La phrase que Chloé avait surprise, « Des gens comme nous ne méritent pas de seconde chance. » Doyen n'était pas seulement un chef brutal. C'était un prédateur qui se nourrissait de la détresse. Il avait trouvé une femme vulnérable et l'avait méthodiquement brisée, utilisant ses malheurs passés comme une arme pour la garder sous contrôle. « Il sait que je ne peux pas me permettre de perdre ce travail, » murmura-t-elle. « Il sait que je n'ai pas d'autre option. Alors je prends tous les retenus de salaire, les heures en plus, les insultes. Je prends tout parce que ma petite fille a besoin de moi. Chaque soir, je viens ici et j'avale ma fierté. Et je me répète ce que mon père disait toujours. »« Qu'est-ce qu'il disait ?» demanda Henry doucement. « Il était général dans l'armée, » répondit-elle. Une lueur de la fierté qu'il avait vue chez Chloé traversa ses yeux. Il disait toujours « La dignité est la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever. C'est quelque chose que tu portes en toi. » Elle marqua une pause. « Mais certains soirs, Harry,
Certains soirs, j'ai l'impression qu'il ne reste plus rien à porter. Henri Gabel, le magnat de l'industrie. L'homme qui gouvernait les conseils d'administration et faisait bouger les marchés d'un simple appel téléphonique, se tenait là assis dans une salle de pause délabrée, au milieu de la nuit profondément bouleversé. Il écoutait la fille du général Robert Vasseur, un homme qu'il avait admiré toute sa vie, lui raconter comment son esprit était réduit en poussière par un petit tyran dans l'un de ses propres magasins. Les politiques qu'il avait rédigées, les valeurs d'entreprise, qu'il avait proclamé tout l'empire bienveillant, qu'il croyait avoir construit tout cela, n'étaient qu'un mensonge. Une fiction. Ici, dans les tranchées, rien de cela ne comptait. La seule réalité, c'était le pouvoir absolu d'un homme cruel sur les vies de ceux qui travaillaient sous ses ordres. Il voulait tout lui dire. Il voulait lui révéler que son cauchemar touchait à sa fin, que l'homme assis devant elle possédait le sol même sur lequel ils étaient assis, qu'il allait faire s'écrouler sur Doyen tout l'édifice pourri qu'il avait bâti. Mais il se tut. Son plan devait être méthodique, parfait, pour Éléonore, pour Chloé, pour Georges et pour tous les autres qui souffraient en silence. Il lui fallait plus qu'un témoignage. Il lui fallait des preuves irréfutables, solides, face à n'importe quel avocat que Doyen pourrait engager. La fin du service approchait. Les premières lueurs de l'aube adoucissaient déjà les contours du ciel parisien. L'équipe de nuit se rassembla près de la Pointeuse, un groupe de silhouettes épuisées, attendant d'être libérées. Henri se tint à leur côté, ressentant une étrange camaraderie. Il faisait partie d'eux maintenant. Leur combat était devenu le sien. C'est alors que François Doyen fit une dernière apparition. Il tenait un chiffon blanc à la main. Il marcha droit vers une section de l'allée principale, une zone très fréquentée qu'ils avaient passé des heures à nettoyer et à lustrer. Il se pencha, frotta le sol et souleva le chiffon, une trace grise, presque invisible. Une marque si ténue qu'Henri était certain qu'elle n'existait pas une heure plus tôt. Elle ressemblait à une salissure faite exprès par la semelle d'une botte graisseuse. La sienne. Il leva le chiffon exhibant la trace sombre et prit la parole, mais ses yeux restèrent fixés sur Éléonore. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il d'une voix dangereusement calme. « Je croyais vous payer pour nettoyer. C'est inacceptable. C'est de la paresse. » Personne ne répondit. L'air vibrait d'une tension glaciale. « Cela vous concerne tous, » poursuivit-il d'un ton plus fort. Mais la responsabilité, c'est aussi le rôle du chef d'équipe, n'est-ce pas, Vasseur? Il pointa un doigt accusateur vers elle. Vous allez assumer. Vous restez. Je veux que vous repassiez toute cette allée seule. Et sur votre temps, vous pointerez à la sortie quand ce sera fait à ma satisfaction. C'était la goutte de trop. Une heure de travail non payée imposée publiquement juste pour l'humilier devant ses collègues. C'était illégal. C'était immoral. C'était monstrueux. Les autres baissèrent les yeux. Georges fixait le sol, le jeune homme reculait déjà vers la sortie. Il l'abandonnait non par lâcheté, mais par peur. Peur que la fureur de Doyen ne s'abatte sur eux. Henri observa le visage d'Éléonore. Il vit son esprit se briser. Ses épaules s'affaissèrent. Elle hocha la tête presque imperceptiblement. Elle allait obéir. Elle allait accepter cette humiliation finale parce qu'elle croyait n'avoir pas le choix. Mais Henri Gabel lui en avait un. Il avait été patient. Calculateur. Il avait observé recueilli des témoignages. Mais cette démonstration publique de cruauté, cette guerre d'ego, ce plaisir sadique, c'était une déclaration de guerre qu'il ne pouvait plus ignorer. Il ne pouvait pas encore révéler son identité. Pas maintenant. Mais il pouvait envoyer un message. Henri fit un pas en avant. « Je vais rester et l'aider », dit-il d'une voix calme mais si ferme qu'elle fit se tourner tout le monde, même Doyen. Les yeux de celui-ci se plissèrent.
Qu'est-ce que t'a dit le vieux? Elle est épuisée, répondit Henri, le regard dur comme le granit. Sa cheville est blessée. Je vais rester et finir à sa place. Vous pourrez retirer ce temps de ma paix. Un souffle collectif parcourut le petit groupe. Personne n'avait jamais osé répondre à François Doyen. C'était impensable. Éléonore le fixa les yeux écarquillés de terreur pour lui. Doyen s'avança d'un pas, le visage virant au rouge tacheté. Il était plus jeune de 30 ans et plus grand d'une tête. Il bomba le torse, essayant d'imposer sa présence physique. « T'es là depuis une nuit, espèce de vieux fou », cracha-t-il à quelques centimètres de son visage. « Tu crois que c'est toi qui fais les règles? Tu veux jouer les héros? Très bien. T'es viré. Ramasse tes affaires et dégage. » Puis il se tourna vers Éléonore. « Et toi, tu peux remercier ton nouveau copain. T'es viré aussi. » Les mots tombèrent glacial définitifs. Le visage d'Éléonore se décomposa. C'était son pire cauchemar. Le travail qui l'emprisonnait était aussi le fil auquel tenait sa survie, et il venait d'être coupé. Tout cela parce qu'un vieil homme avait voulu la défendre. Henri sentit une étrange sérénité l'envahir. Doyen venait de commettre l'erreur parfaite. Il venait de lui offrir exactement ce dont il avait besoin. « Tu ne peux pas nous virer, François », dit Henri, d'une voix où il n'y avait plus trace de la soumission feinte des jours précédents. Il venait d'utiliser son prénom, un geste calculé pour le dépouiller de son autorité. Doyen éclata d'un rire brutal et moqueur. « Ah non, regarde-moi faire !»« Sécurité !» hurla-t-il vers l'entrée du magasin. « Ce ne sera pas nécessaire », répondit Henri posément. Il glissa la main dans sa vieille veste et en sortit son portefeuille. Pas une carte d'identité, une carte de visite noire, élégante et sobre. Il la tendit à Doyen. 3 éléments y figuraient, seulement le logo de Magasin Gabelle, un nom et un titre. Henri Gabelle, président-directeur général. Doyen plissa les yeux, lisant lentement son esprit, tentant de relier les points. Il leva les yeux vers le visage d'Henri, puis revint à la carte, et enfin comprit. L'arrogance sur ses traits fondit remplacée par l'incrédulité, puis l'effroi. La couleur quitta son visage. Il se mit à trembler. « Non, ce n'est pas possible. » Si François, dit Henri, d'une voix glaciale, celle d'un PDG sur le point de liquider un actif défaillant. « Tu ne vires personne. En revanche, tu vas me remettre tes clés, ton badge et tes codes d'accès. Ensuite, tu iras dans ton bureau m'y attendre. Tu ne touches à rien. Tu n'appelles personne. Et tu respires doucement. C'est clair. » Les autres employés restaient figés, la bouche ouverte. Éléonore regardait l'homme qu'elle croyait être Harry, ce vieil agent d'entretien bienveillant, et le voyait se transformer sous ses yeux en quelqu'un d'autre droit, imposant, irradiant une autorité que Doyen n'avait jamais eue, même en criant. C'était la véritable puissance, celle qui ne demande pas le silence, elle l'impose. Doyen livide hocha la tête sans un mot. Son règne de terreur venait de s'effondrer, renversé par l'homme qu'il avait traité de bon à rien quelques minutes plus tôt. Le soleil se levait sur Paris, et un jour de jugement venait d'éclore sur les magasins Gabelle. La transition fut brutale, en un instant, le tyran sûr de lui s'était mué en pantin pathétique. Le tissu bon marché de son uniforme de cadre paraissait soudain ridicule, comme un déguisement mal porté. Il tremblait incapable de détacher le trousseau de sa ceinture. Finalement, il tendit les clés et son badge à Henri, les mains secouées de spasmes. Son regard chercha une once de compassion dans le groupe. Mais il ne trouva que des yeux durs froids, libérés de la peur. Le pouvoir qu'il avait si soigneusement bâti sur la terreur venait de se retourner contre lui. Son autorité érigée sur la peur s'était effondrée dès l'instant où un pouvoir supérieur avait pris sa place.
Henri prit les clés sans un mot, puis se tourna vers les employés encore pétrifiés. « Écoutez-moi bien, » dit-il d'une voix calme et assurée, cette fois celle du véritable dirigeant qu'il était. « Je veux que vous pointiez tous la sortie maintenant. Rentrez chez vous et reposez-vous, » dit Henri, d'une voix ferme mais apaisée. « Votre service complet sera payé et j'ajoute personnellement 4 heures de prime sur chacun de vos salaires pour le travail de cette nuit. » Il tourna ensuite son regard vers l'homme âgé. « Georges, je veux que vous alliez voir un médecin pour ce tremblement. Envoyez la facture directement à mon bureau. Nous nous en chargerons. » Georges leva les yeux, son visage creusé, s'emplissant de larmes. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le voyait non pas comme un vieil homme usé, mais comme un être humain. Il ne parvint qu'à hocher la tête, la gorge serrée par l'émotion. Henri se tourna ensuite vers Éléonore. Son visage était un mélange de stupeur, de soulagement et d'un espoir naissant lumineux. Le poids de plusieurs années d'angoisse semblait glisser de ses épaules. « Éléonore, dit-il d'une voix adoucie, vous n'êtes pas renvoyée. Bien au contraire, j'ai besoin de votre aide. Mais d'abord, rentrez chez vous auprès de votre fille. Passez la journée avec elle. Ne vous souciez de rien ici. Quand vous serez prête, revenez cet après-midi. Nous avons beaucoup à discuter, » il ajouta doucement. « Et pour votre cheville, prenez une voiture de fonction. Les clés sont dans le bureau. Dites simplement au chauffeur où vous souhaitez aller. » Elle le regarda, l'homme qu'elle connaissait sous le nom de Harry, et vit la vérité derrière le masque. Ce n'avait jamais été un rôle. La bonté, la décence, le courage de se dresser pour elle, voilà qui il était vraiment. Le PDG, le costume, n'était qu'un outil pour imposer cette humanité au monde. « Merci », murmura-t-elle, ces 2 mots, porteurs du poids de 1000 nuits sans sommeil. « Merci, Henri. » Les autres employés sortirent lentement, murmurant entre eux, portés par une énergie nouvelle, un souffle d'incrédulité mêlé d'espoir. Henri, lui, se tourna vers François Doyen. Le sang revenait à son visage, et avec lui, un reste de cette arrogance habituelle. On voyait dans ses yeux le calcul, la recherche d'un angle, d'une échappatoire. « Monsieur Gabelle », commença-t-il d'une voix mielleuse, dégoulinante, de fausse humilité. « Il doit y avoir un malentendu. Je gère ce magasin avec rigueur. Mes chiffres sont les meilleurs de la région. J'essayais simplement de maintenir la discipline. Un peu de pression, voilà tout. C'est comme ça qu'on obtient des résultats. » Henri le regarda avec une expression de pur mépris. Il n'eut pas besoin d'élever la voix. Ces mots tranchèrent l'air comme des éclats de verre. « Tu as raison sur un point, François, il y a bien eu un malentendu. Tu n'as rien compris à ce qu'est cette entreprise. Tu n'as rien compris à ce qu'est un leader. Et tu n'as surtout rien compris à la différence entre la discipline et la cruauté. » Il lui fit signe d'avancer. « Marche, » ordonna-t-il. Ils descendirent le long couloir sombre jusqu'au bureau du gérant. Une fois à l'intérieur, Henri referma la porte derrière eux. La pièce sembla soudain minuscule. Il ne s'assit pas, il resta debout, au centre forçant Doyen à rester debout aussi, un subtil renversement de pouvoir. « J'ai passé les 8 dernières heures. François, dit-il d'une voix basse, dangereuse à vivre dans le monde que tu as créé. J'ai lavé tes sols avec un produit dilué pour économiser quelques centimes sur ton budget. J'ai nettoyé tes toilettes d'employés insalubres. J'ai vu comment tu voles 15 minutes de salaire à des gens qui se tuent au travail pour le SMIC. J'ai écouté une femme honnête, la fille d'un héros national, me raconter comment tu as utilisé sa tragédie personnelle pour la briser jour après jour jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la moindre dignité. » Doyen commença à transpirer. Ses yeux s'écarquillèrent, pleins de panique. « Elle ment, » balbutia-t-il. « Ils mentent tous, des fainéants. Ils diraient n'importe quoi pour échapper au travail. » « Est-ce que j'ai l'air d'un imbécile ?» François le coupa Henri, sa voix, claquant comme un fouet.
J'ai bâti un empire de plusieurs milliards à partir de rien. Je reconnais un menteur à 1 kilomètre, et cette pièce empeste le mensonge. Il s'approcha du bureau et saisit un cadre posé dessus. On y voyait Doyen, bras dessus bras dessous, avec le directeur régional, tous deux souriants brandissant une plaque manager de l'année. « Tes fameux chiffres, dit Henri, avec un rictus en tapotant la photo du doigt. Tu veux qu'on parle de tes chiffres? Parlons-en. Combien de déclarations d'accidents du travail ont été déposées dans ce magasin l'an dernier? Aucune, répondit Doyen trop vite avec une lueur de fierté. Mon dossier sécurité est impeccable. Ton dossier sécurité est un mensonge, répliqua Henri sèchement. Georges souffre d'une lésion due à des années à manier la polisseuse sans matériel adapté. Mais il a trop peur de signaler quoi que ce soit parce qu'il sait que tu le renverrais. Éléonore souffre de douleurs chroniques à la cheville provoquées par ses soles dures et des chaussures inadéquates. Mais elle serre les dents parce qu'elle a besoin de ce travail pour nourrir son enfant. Tu n'as pas créé un environnement sûr. Tu as créé un lieu de travail où les gens ont trop peur d'admettre qu'ils souffrent, dit Henri, la voix glaciale. Ce n'est pas un bon chiffre, François. C'est une violation des droits humains. Il lança le cadre photo sur le bureau. Le verre éclata dans un bruit sec. Doyen sursauta comme s'il avait reçu un coup. « Tu es un cancer dans cette entreprise », continua Henri sa voix, descendant jusqu'à un murmure brûlant d'intensité. « Et moi, je suis le chirurgien qui va t'extraire. » Il se redressa, son regard transperçant, le manager pétrifié. « Tu es renvoyé avec effet immédiat. Tu vas être escorté hors de ce bâtiment par la sécurité. Ton dernier salaire te sera envoyé par courrier calculé à la minute près, pas une seconde de plus. Et si jamais tu remets un pied sur une propriété des magasins Gabel, tu seras arrêté pour violation de domicile. » Henri se pencha encore, son ton devenant tranchant comme une lame. Mais ce n'est que le début. Une équipe d'auditeurs est en route depuis New York. Ils seront ici avant midi. Ils vont passer au crible chaque papier de ce bureau, chaque email que tu as envoyé, chaque fiche horaire que tu as validée. Je vais retrouver chaque centime que tu as volé à tes employés et je vais le leur rendre. Puis je transmettrai mes conclusions au ministère du Travail. Il le fixa droit dans les yeux. Tu n'as pas été un mauvais manager, François. Tu as été un criminel et tu vas en répondre. Toute trace de fanfaronnade s'effaça du visage de Doyen. Il ne resta plus que la peur nue pitoyable d'un homme dont le monde venait de s'écrouler. Il s'effondra sur sa chaise brisée vidée. Henri lui tourna le dos et quitta le bureau, laissant Doyen seul dans les ruines de son petit royaume. Dans le couloir, il croisa le chef de la sécurité, un homme honnête, visiblement bouleversé par les révélations de la nuit. Henri lui donna des instructions claires et précises pour l'expulsion immédiate de Doyen. Alors que le soleil montait dans le ciel, projetant de longues ombres sur les sols immaculés du magasin vide. Henri Gabel s'assit seul dans le bureau du directeur, mais il ne s'assit pas dans le fauteuil. Il s'assit par terre de l'autre côté du bureau, là où Éléonore et les autres avaient été forcés de s'asseoir. Il voulait ressentir ce qu'ils avaient ressenti. Il observa la pièce non plus comme un PDG, mais comme un employé, le mobilier en aggloméré bon marché, la lumière blafarde des néons, la plante mourante dans le coin. C'était ici que les âmes se brisaient. C'était le cœur des ténèbres qu'il avait laissé se développer dans sa propre maison. La journée fut un tourbillon d'activités. Les auditeurs arrivèrent, une équipe méthodique inflexible, qui investit le bureau de Doyen comme une unité d'élite en mission. Le directeur régional fut convoqué. Il débarqua en jet d'entreprise, l'air concerné, mais Henri comprit vite la vérité, il était coupable du pire des péchés managériaux, l'ignorance volontaire. Il avait accepté sans broncher les rapports parfaits et les trophées de manager de l'année,
car cela facilitait sa propre carrière. Il n'avait jamais pris la peine de poser les questions, ni de parler aux employés de nuit. Henri le licencia avant le déjeuner. En fin d'après-midi, Éléonore revint. Elle s'était reposée douchée et portait une robe simple mais soignée. La transformation était saisissante. L'épuisement avait disparu de ses yeux, remplacé par une lumière tranquille déterminée. Elle ne ressemblait plus à une victime. Elle ressemblait à la fille d'un héros. Henri l'accueillit dans le bureau, mais il fit apporter 2 fauteuils confortables et une cafetière fraîchement préparée. Il la traita non comme une employée, mais comme une consultante. Pendant 2 heures, il ne fit qu'écouter. Elle lui raconta tout le matériel cassé qu'ils étaient les forcés d'utiliser, le manque d'équipement de sécurité, les plannings changés à la dernière minute, qui rendirent la garde d'enfants impossible. Elle lui parla de la culture du silence, de la peur des collègues, montés les uns contre les autres, empêchés de se soutenir. Elle brossa un tableau complet dévastateur d'un lieu de travail gouverné par la terreur. Lorsqu'elle eut terminé, Henri la regarda profondément ému et plein de respect. « Éléonore, dit-il, j'ai une proposition pour vous. Je vais créer un nouveau poste au sein de cette entreprise, directrice nationale du bien-être des employés. Cette personne relèvera directement de moi. Elle aura le pouvoir de se rendre dans n'importe quel magasin à tout moment, sans prévenir. Cette personne parlera directement aux employés, expliqua Henri. Elle écoutera leurs préoccupations, enquêtera sur chaque plainte, sur chaque signe de mauvaise conduite. Elle sera la voix de ceux qui travaillent sur le terrain, une voix qui remontera directement jusqu'à moi sans qu'aucun cadre intermédiaire ne la filtre. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement. « Et je veux que cette personne, ce soit vous, Éléonore. » Elle resta sans voix. Elle le regarda les yeux écarquillés, l'esprit peinant à mesurer la portée de ce qu'il lui proposait. 1 semaine plus tôt, elle n'était qu'assistante juridique au chômage. La veille encore, elle nettoyait les sols d'un grand magasin. « Et maintenant, moi, balbutia-t-elle. Mais je n'ai aucune expérience en gestion d'entreprise. Je n'ai pas de MBA. » Henri sourit. « Vous avez bien plus que ça, répondit-il. Vous l'avez vécu. Vous savez ce que c'est que d'être invisible. Vous avez l'intégrité de votre père et la force d'une survivante. Vous avez plus de qualifications pour ce poste que n'importe quel diplômé d'école de commerce. L'entreprise a besoin de vous, Éléonore. Moi, j'ai besoin de vous. » Des larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peine. C'étaient des larmes de reconnaissance, de dignité, retrouver le fruit de toute une vie, de lutte silencieuse, enfin honorée. « Oui, dit-elle, la voix claire et résolue. Oui, je le ferai. » 3 mois plus tard, le grand magasin parisien était méconnaissable. La salle de pause lugubre avait été entièrement rénovée, fauteuils confortables, cuisine moderne, lumière chaude et accueillante. Le matériel était neuf, les placards d'entretien bien remplis, les produits non dilués. Mais le plus grand changement n'était pas matériel, il flottait dans l'air. Les employés souriaient, ils se parlaient. Le poids étouffant de la peur avait disparu. Éléonore Vasseur, désormais directrice du bien-être des employés, traversait le magasin lors d'une de ses visites régulières. Elle portait un tailleur élégant, mais elle conservait la même démarche calme et gracieuse que lorsqu'elle poussait son chariot de ménage. Elle saluait chaque employé par son prénom, caissier, magasinier, agent d'entretien. Le nouveau chef d'équipe de nuit, Georges, se tenait droit, les mains enfin stables. Son bureau, c'était désormais celui qui appartenait jadis à Doyenne. Elle l'avait complètement transformé, fini le grand bureau intimidant, remplacé par une table ronde, symbole d'égalité et d'écoute. Sur le mur à côté de sa plaque professionnelle, trônait la photo encadrée de son père, le général Robert Vasseur Poitrine, couverte de décorations, le regard plein de fierté. Dans l'après-midi, une petite fille aux cheveux blonds,
et aux yeux d'un bleu éclatant, entra en sautillant dans le bureau. Elle se précipita dans les bras de sa mère. « Maman, on va au parc maintenant » demanda Chloé, la voix pétillante d'une joie pure, celle d'un enfant qui n'a plus besoin de se cacher dans un placard. Dans un instant, ma chérie, répondit Éléonore, en déposant un baiser sur son front. Il y a quelqu'un que je veux te présenter. Henri Gabelle se leva de la table ronde où il l'attendait. Il portait de nouveau son costume sur mesure, l'uniforme du PDG, mais ses yeux avaient changé. L'éclat froid du calcul avait laissé place à une chaleur tranquille, une humilité apprise à genoux, serpillière à la main. Il s'agenouilla comme il l'avait fait 3 mois plus tôt dans le placard à balai pour se mettre à la hauteur de Chloé. « Bonjour Chloé », dit-il avec un sourire doux. « Je m'appelle Henri, je suis un ami de ta maman. » La fillette le regarda, la tête penchée. « Tu n'as pas la même tête qu'Harry, » dit-elle avec la sincérité désarmante des enfants. Henri eut un léger rire. « Parfois, il faut changer un peu d'apparence pour voir les choses plus clairement. Je voulais te remercier. »« Me remercier ?» demanda-t-elle. « Oui, pour avoir pleuré, » répondit-il simplement. « Tes larmes, ton histoire sur ton grand-père, tu m'as rappelé ce qui est vraiment important. Tu m'as aidé à réparer quelque chose de très cassé. Tu es une héroïne tout comme ton grand-père. » Chloé rayonna un sourire éclatant, illuminant toute la pièce. Henri la regarda partir, main dans la main avec sa mère, le cœur empli d'une paix profonde. Il avait passé sa vie à bâtir un empire de choses, des magasins, des produits, des profits. Mais dans les sanglots d'une petite fille, il avait redécouvert son véritable métier, les êtres humains. Il avait abattu une partie de son propre empire pour mieux le sauver. Il avait renvoyé des cadres réécrits des politiques, investi des millions dans de nouveaux programmes sociaux. Mais le changement le plus important s'était produit en lui. Le milliardaire infiltré était entré dans son magasin pour résoudre un problème. Il en était ressorti en ayant retrouvé son âme. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Si vous êtes encore là, j'espère qu'elle vous a permis de faire une pause, de vous évader un instant du quotidien. Dites-moi où et comment vous l'avez écouté en rentrant du travail pendant une balade nocturne ou avant de dormir. Laissez un commentaire, je les lis tous. Et si vous voulez qu'on se retrouve pour une autre histoire, un j'aime ou un abonnement fait toute la différence. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.